bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Encore une fois, on va continuer notre étude sur la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. On va regarder les dernières choses qu'on avait vues la dernière fois. Donc, encore une fois, les dernières slides. On va parler de Darwin. Charles Darwin. Tu connais un peu Charles Darwin? Donc, jamais rencontré en personne? C'est un théoricien évolutionniste, effectivement. Ben, c'est un des pères, ouais, effectivement, c'est un bon point. On en parle justement dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, les hommes de caverne et la Bible, un peu comme on l'a lu tantôt dans les Écritures de la Genèse, dans la caverne de Macpéla, où Abraham a enterré Sarah. Donc, c'est pas parce qu'on a découvert des ossements dans des cavernes que nécessairement les hommes vivaient dans les cavernes, mais plutôt peut-être parce qu'ils enterraient leurs morts là comme étant des cryptes. C'est l'histoire qui nous confirme. Les influences qui ont poussé Darwin et qui ont fait de lui le père, comme Olivier disait, de la théorie de l'évolution des espèces, son livre et ses autres ouvrages devraient déjà être perçus par la communauté scientifique comme étant des éléments d'une période ironique de notre histoire. Autrement dit, si le même type sortait les mêmes élucubrations aujourd'hui, on est tellement avancé en science qu'on partirait à rire. On dirait, va t'asseoir, là, il ne gagnerait pas grand-chose avec ça. Puis, son best-seller n'en serait pas un. Ce serait complètement ridicule. Mais nous possédons aujourd'hui tellement d'évidences scientifiques, ne serait-ce qu'au niveau cellulaire, que s'il fallait que les études de Darwin et le darwinisme soient proposées de nos jours, ceux-ci feraient d'une moquerie de la communauté scientifique. Donc, le néo-darwinisme ayant été la motivation motrice derrière des années d'études, il y a tellement de temps et d'argent investi là-dedans. Donc, de façon massive, ne peut pas être rejeté par la communauté scientifique du revers de la main, puisque c'est déjà un paradigme qui est accepté. Ça fait tellement de temps qu'ils se marchent dans ce sens-là. Donc, ils n'ont pas l'humilité de dire, mais on s'est trompé. Parce que si, encore une fois, s'ils se sont trompés, l'autre option, c'est quoi? L'autre option, c'est Dieu, puis ça ne fait pas leur affaire. Donc, la théorie de l'évolution n'est rien d'autre qu'une forme d'idolâtrie humaniste. Donc, l'homme est Dieu ou l'homme est l'équivalent de ce qui devrait être divin. Il n'y a pas de Dieu au-delà de l'homme. Comme dans le jardin, hein, quand le serpent a proposé à la femme, quand vous allez comprendre la différence entre le bien et le mal de vous-même, vous allez être comme des dieux. Donc, Romains 1, 22 et 23, se vantant d'être sages, donc tous ces évolutionnistes scientifiques sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, qui est le Créateur, donc la gloire de Dieu qui est incorruptible en image représentant l'homme qui est corruptible, donc l'évolution de l'homme, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, donc l'évolution des animaux jusqu'à l'évolution de l'homme, non. Ça peut être perçu comme étant la théorie d'évolution dans les Écritures. Parce que c'est pas mal en entour de ça que ça retourne. Donc, on va revoir maintenant qui est Darwin, c'est qui ce Charles Darwin, qu'est-ce qu'il a fait de spécial. Donc, Charles Darwin est un Britannique qui est né en 1809 et décédé à l'âge de 73 ans en 1882, étant l'auteur du célèbre livre, son best-seller, il y en a quelques-uns, mais un de ses ouvrages les plus prometteurs dans son époque, c'était L'origine des espèces, dans lequel il avance la théorie de la sélection naturelle. Donc, il y avait beaucoup de naturalistes qu'on appelle dans ce temps-là, qui étaient une forme des scientifiques, si vous voulez, de l'époque. Donc, il est celui qui a popularisé le terme la survie du plus fort. Donc, survival of the fittest, là, vous avez déjà entendu ce terme-là, c'est probablement garanti. Pas mal lui qui a popularisé ça. Il est un des pères les plus connus de la philosophie évolutionniste, donc celui qui aurait fait le plus de dommages. On va regarder un portrait de Darwin, lui, si lui étant plus jeune. Dans cette partie de notre étude, nous allons essayer de dépeindre Darwin et aussi de comprendre comment et pourquoi celui-ci est devenu un des plus grands précurseurs de la théorie de l'évolution des espèces. Qu'est-ce qui a motivé ce gars-là à aller dans cette direction-là? On va donc essayer de comprendre son parcours, ce qui l'a influencé, ainsi que sa psychologie. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé vraiment à devenir un agnostique, si vous voulez, donc pas vraiment Dieu qui existe, mais j'ai une autre solution. Puis moi, la solution, je pense que c'est la théorie d'évolution, puis là, je ne dois plus rien
à Dieu, il n'y a pas de Dieu qui va me dire quoi faire. Donc, il y a un portrait de Darwin. Donc, on va commencer par ses antécédents familiaux. Qui avait dans sa famille qui aurait pu être une influence pour ce type-là. Donc, l'arrière-grand-père de Charles Darwin, c'est Robert Darwin de Elston. C'était un avocat. Il vient d'une famille qui était quand même bien nantie, bien instruit, bien éduqué, des érudits, des gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc, c'était un scientifique puis c'était un médecin. Donc, souvent, il portait plusieurs chapeaux dans ce temps-là. En 1719, il a joué un rôle important dans la présentation à la Royal Society. Puis retenez ça, on va revenir à c'est quoi la Royal Society. Il n'y a rien de vraiment royal là-dedans, c'est plus ça s'identifie au royaume anglais. Donc, il a participé à la présentation des restes fossiles d'un reptile de l'ère jurassique, soit le pléosaure. Le plésiosaure. Donc, puis c'est drôle parce que c'est la même bébite, grosso modo, qui est supposément associée au monstre du Loch Ness, un peu dans ces eaux-là, dans ces régions-là. Donc, lui, il a participé à ça, puis c'est son arrière-grand-père. Déjà là, ça pourrait être une influence. Ça a du sens? Sur l'évolution des espèces, sur les dinosaures, les découvertes de ces affaires-là. Donc, la Royal Society, c'est le nom raccourci pour The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. Donc, c'est des gens qui se réunissaient pour discuter ensemble, un peu des philosophes naturels, sur des termes scientifiques. Donc, il allait à l'église, parce que c'était la norme de ce temps-là. Puis quand il n'allait pas à l'église, il n'allait pas dans un pub, ben c'est là qu'il allait. Donc, les hommes se réunissaient ensemble, c'était des érudits, ils se croyaient, ils s'imaginaient être au-dessus d'une certaine société et philosophaient ensemble, comme les Grecs le faisaient à l'époque de la Rome antique. Les Romains faisaient la même chose. Donc, c'est pas rien de nouveau, là. Les hommes ont fait ça depuis longtemps et c'est de même qu'il s'est bâti aussi des sociétés secrètes d'hommes, etc., etc. Donc, ce regroupement avait comme prédécesseur le Invisible College, qui consistait à un regroupement d'hommes érudits qui échangeaient de manière philosophique sur les différents aspects de la nature. Donc, ça résume un peu ce que je viens déjà de vous dire. Dans les années 1600, la philosophie naturelle, donc philosophie de la nature, était principalement dédiée à une philosophie émettant des hypothèses à partir d'éléments associés à la physique, à la nature, et transposés par des théories à l'univers, hein, qui en faisaient toute une histoire. Et c'était pas nécessairement associé aux écritures, mais plusieurs naturalistes étaient des pasteurs ou des enseignants dans des écoles chrétiennes. Et oui, eux autres associaient ça vraiment au Créateur, trouvaient une façon d'associer ça au Créateur, mais c'était pas tout le temps le cas. Certains essayaient au contraire d'associer ça justement à une théorie un peu plus évolutionniste. Il y a eu des antécédents ou des prédécesseurs à M. Darwin. Donc, on voit ici l'entrée du collège naturaliste de philosophie à Oxford au UK. Donc, la philosophie de la nature est précurseur de la science moderne. On voit comment ça évolue dans le temps. Donc, le grand-père de Charles Darwin, on est parti de l'arrière-grand-père, on est rendu au grand-père. Erasmus Darwin est né en 1731, il devint poète, médecin, botaniste et inventeur. Il y a beaucoup de médecins dans la lignée de famille de Mr. Darwin. 70 ans avant les travaux de son petit-fils, il amorce de façon significative des réflexions sur l'origine de la vie et de son évolution. Ah, voyez-vous déjà le terme évolution qui arrive dans la famille des Darwin. Ces réflexions théoriques font parfois opposition au créationnisme. Ah, regardons ça, toi. Qui, à cette époque, était encore dominant. Ah, on parle des années 1700, là. Il fera partie de la Royal Society, lui aussi, et aussi également du Lunar Society. C'était quoi le Lunar Society? C'était des hommes, encore une fois, comme un genre de société secrète, un peu comme les francs-maçons, ces trucs-là. C'est des hommes érudits, des scientifiques, des médecins, du monde qui avait de l'argent. Encore une fois, c'est des gens qui se croient être une élite. Ça existe encore, ces trucs-là, là, juste pour vous laisser savoir. Là. Des gens érudits qui se croient une élite par rapport parce qu'ils font plus d'argent à cause de leur doctorat, etc., qu'une masse sociale. Donc, ils sont dans le 1% de la société. C'est comme ça qu'ils se voient ou qu'ils se perçoivent. Et ils se réunissaient à la pleine lune. Pourquoi? Parce que tu marches dans les rues à la pleine lune, tu vois où tu t'en vas. C'est juste pour ça là, qu'ils
qui se réunissaient au moment de la pleine lune. Et c'est pourquoi ça s'appelait The Lunar Society. Donc, le père de Charles Darwin, on est à partir de l'arrière-grand-père avec le plésiosaure, son grand-père avec déjà des théories évolutionnistes, et maintenant, le père de Charles Darwin était un éminent riche médecin anglais. Il est promu fellow de la Royal Society, ça courait dans la famille, le 21 février 1788. C'était un gros bonhomme. Il était tellement gros, là, qu'il paraît qu'ils ont fait un U dans la table pour qu'il s'accrocher. Parce que ça bédonne à... C'est vrai? C'est ça. Il était vraiment... tu sais, quand tu es médecin, on a déjà un ministre de la Santé, nous autres, qui n'avait aucun sens. Il y a plein... Il y en a qui étaient obèses, on a énorme. Ben, c'est ça. Les deux côtés de la famille sont de confession unitarienne. Là. Je dirais que c'est l'équivalent... Dans l'époque, c'est l'équivalent des témoins de Jéhovah, des Jehovah's Witness de cette époque-là. Ce qui est plus vrai aujourd'hui, l'Église unitarienne aujourd'hui, c'est l'Église la plus woke qu'il n'y a pas. Donc, les femmes lesbiennes qui prêchent, là, toutes sortes d'affaires dans le même, là, c'est l'Église la plus woke qu'il n'y a pas. Mais dans ce temps-là, pourquoi? Parce que l'unitarienne, c'est que il voyait pas Dieu comme l'unitarien avait Dieu, puis il y avait pas le Saint-Esprit, il n'était pas Dieu, Jésus-Christ, donc il était anti-trinitaire. Il était contre la Trinité. C'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est les Jehovah's Witness de ce monde, de cette époque, dans le sens où les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu en chair, donc ils croient qu'il y a juste Jéhovah, puis ça s'arrête là. Donc le prêcheur de la chapelle unitarienne devient le premier enseignant scolaire de Charles Darwin. Donc retenez ça. Donc, arrière-grand-père, grand-père, père, maintenant il est enseigné par des unitariens, gars. Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'éducation de M. Darwin, on est rendu là. Lorsqu'il a que 8 ans, la mère de Darwin décède. Son père étant libre penseur, ben là, il l'envoie dans un pensionnat anglican. Il passe d'un unitarien à anglican. Son père, il s'en fout, dans le fond. Les affaires chrétiennes, lui, son père, c'est un médecin, puis il pense à ça. Donc, c'est ça de la mère de Darwin qui est décédée assez jeune. Aimant peu les matières théoriques scolaires, il préfère galoper avec son cheval, M. Charles Darwin, dans les campagnes avec son chien, chasser, herboriser, collecter des animaux et des pierres. Il aimait ça tuer des petits animaux avec son slingshot, puis des affaires dans la main. C'est ça qu'il faisait Charles Darwin. Il promenait avec son chien. Donc, c'était pas quelqu'un qui aimait vraiment aller à l'école, étudier, il n'était pas vraiment intéressé par ces choses-là. En 1825, il part en Écosse à l'université d'Édimbourg pour étudier la médecine, mais il est révolté. Donc, il veut suivre les traces familiales. Il est révolté par la brutalité de la chirurgie. Il néglige ses études médicales, les amputations, ces affaires-là. Pour lui, c'est épouvantable. Il n'est pas capable de supporter ça. Est-ce que M. Darwin en voudrait un Dieu créateur? Pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde? Puis pourquoi sa mère n'a pas été sauvée par la médecine? Puis son père étant médecin? Puis comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est un échec scolaire. C'est complètement un pas bon. Pendant longtemps, ça a été un pas bon. On va voir même de ça. Donc, un portrait de Darwin dans son éducation et ses influences. Il apprend éventuellement la taxidermie auprès de John Edmundston. Là, ils l'ont mis avec quelqu'un qui n'était pas un enseignant, mais il apprend un métier. C'est un esclave noir libéré qui lui raconte des histoires fascinantes sur les forêts tropicales et humides d'Amérique du Sud. Puis ça va éveiller des rêves chez Darwin, de pouvoir tout voir ces trucs-là qui sont merveilleuses, dont il entend parler, hein, parce que pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la télé, on a l'Internet, mais dans ce temps-là, tu as juste ton imagination, puis tu veux voir, tu sais, il voulait voir le monde, M. Darwin. Donc, M. John Edmundston, la taxidermie. Donc, plus tard, dans un autre de ses ouvrages, dans la filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, Darwin se sert de cette expérience qu'il a eue avec Edmundston pour souligner que malgré la superficielle différence d'apparence, les Européens, donc en voulant dire les Blancs, là, sont très proches. Donc, ça sonne pas raciste pantoute. C'est assez frappant. Mais, chose qui est particulière, c'est que Darwin était contre l'esclavage. Vraiment, sa rencontre avec lui avait dû motiver ça, mais c'était un homme qui était extrêmement raciste. Des fois, on mélange esclavage et racisme. C'est deux choses qui peuvent être complètement séparées. On pense tout le temps à esclavage, on pense tout le temps à la traite des Noirs ici, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Il y a de la traite de blanche, la traite de blanc, il y a eu plein de choses. Il y a des Noirs qui avaient des Noirs comme esclaves. Il y a eu beaucoup d'esclavage dans le monde musulman. C'est toutes des choses qu'on ignore, là, le sens de l'esclavage. Puis quand on lit sur les esclaves dans les Écritures, souvent, c'est des gens qui aimaient leur maître, qui étaient aimés de leur maître. Ça n'avait rien à voir avec les images qu'on est de Django déchaîné, là, où tout le monde se fait fouetter, puis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, il y a une période de l'histoire qui est comme ça, mais c'était pas nécessairement comme ça. Donc, tout comme ses ancêtres avant lui, Charles Darwin devient membre d'un groupe philosophe de la nature, donc philosophe de la nature, de la société plinienne, qui était pour faire honneur à Pline l'Ancien ou Pline l'Ancien, qui était probablement en l'an 30, un des premiers naturalistes connus, qui avait déjà des écrits dans les philosophes grecs. Donc, il devient l'élève de Robert Edmund Grant, un zoologiste de renom. Donc, celui-ci était, tout comme le grand-père de Darwin, partisan de la théorie de l'évolution du naturaliste français. Il y a beaucoup de Français dans ces époques-là qui faisaient vraiment des grosses marques dans l'histoire. Où le français était très populaire aussi. Hein, si tu voulais avoir une langue noble, tu parlais le français. Tu étais allemand, tu parlais français. Tu étais anglais, tu parlais français. Et tu faisais partie des nobles. Donc, Jean-Baptiste de Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck, en fait, avant Darwin, c'était lui. C'est pas compliqué. Donc, Jean-Baptiste de Lamarck. Maintenant, on va parler de lui parce que avant Darwin, avant le darwinisme, c'était le lamarckisme qui était prédominant. C'est comme si Darwin avait continué sur son travail. Lamarck est le premier à proposer une théorie naturaliste, donc, puis Lamarck a influencé les enseignants de Darwin, il a influencé ceux des ancêtres de Darwin, donc Darwin a été influencé aussi par Lamarck. Donc, il est le premier à proposer une théorie naturaliste de l'origine des êtres vivants à partir de laquelle il élabore une théorie de leur apparition par évolution naturelle. Encore une fois, le mot évolution. Cette théorie porte le nom de transformiste. Donc, les choses se transforment. Il est aussi le premier à utiliser le terme biologie. Voyez-vous, ils font quelque chose de croche, mais ils font quelque chose de bien aussi. Hein. Il y a plein de ça dans les choses qu'on va voir. Il y a des gens qui sont de renom pour ce qu'ils ont fait de bien, mais ils ont fait à peu près 132 affaires des croches pour une bonne affaire. Donc, le transformisme est appelé aussi la transmutation des espèces. C'est une théorie biologique qui remonte à l'époque, justement, de M. Lamarck en 1744 à 1829. Il a fait sa marque, M. Lamarck. Donc, ce dernier annonçait sa fameuse théorie sur l'évolution des espèces qui désigne aujourd'hui toute théorie impliquant une variation. Hein, donc, si le bec d'oiseau change par rapport à telle affaire, mais donc, c'est vraiment une théorie d'évolution, donc plutôt de la microévolution. Donc, ça implique toutes les variations ou transformations des espèces au cours de l'histoire géologique. Mais comment, tu sais, un singe va tout le temps donner naissance à un singe, un chien va tout le temps donner, ou un canin va tout le temps donner naissance à un canin. Ça, il y a rien comme ça. On n'a pas ce qui manque. On n'a pas entre deux espèces. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Donc, Lamarck, c'était son histoire de girafe. Lui, il disait, les girafes qui ont des longs coups parce qu'ils se sont étirés le cou afin de vouloir, dans le temps, de génération en génération, afin de vouloir atteindre les branches les plus hautes. Peut-être que les girafes mangent les branches plus hautes parce qu'ils avaient déjà des longs coups. C'était la théorie de Lamarck. C'est un sens, ça fait du sens logique, mais c'est pas parce que c'est logique que c'est nécessairement vrai. C'est pas parce que c'est logique que c'est nécessairement bon. Puis c'est vrai aussi dans les doctrines chrétiennes, les amis. Donc, la théorie de Lamarck, le lamarckisme, repose sur l'hérédité des caractères acquis et voit dans le vivant un système réagissant de lui-même aux influences du milieu et capable de mettre ses fonctions en accord avec celles-ci. Encore une fois, dans certains cas, c'est observable, c'est ce qu'on appelle de la microévolution. On en a parlé au début de ces présentations-là, là,
au moins on est pratiquement 20 présentations dépassées déjà ce temps-là. Donc, le lamarckisme est supplanté à la fin du 19e siècle par nul autre que le darwinisme. Donc, on parle plus du lamarckisme, maintenant c'est Darwin et ses théories qui prennent le dessus sur ce que Lamarck avait déjà avancé. Et lui va emmener ça un step plus loin, une étape plus loin que Lamarck. That's all, folks. On s'en reparle, Dieu voulant, la semaine prochaine.